Les autorités s'activent actuellement de l'acheminement et l'installation de parcs solaires à travers l'île, indique le rapport du dernier Conseil des ministres. Cependant, pour le syndicat Fils et Marée, la construction de ces parcs solaires ne suffira pas à résoudre le problème des délestages. Il faudrait mettre en marche les grands projets tels que Saoufk et Voulbé. La récolte de riz cette saison risque d'être faible, craignent les riziculteurs de Tananarive et des environs, interrogés aujourd'hui, à cause du manque d'eau et aux faibles précipitations. En raison de cette sécheresse, la majorité des rizières de la région sont craquelées et asséchées. Le sarclage doit se faire manuellement à l'aide de pelles ou de faucilles. De l'actualité internationale, nouvel épisode des tensions entre Paris et Bakou. La ministre française de la Transition écologique a annoncé mercredi qu'elle ne se rendrait pas à la COP29 en réaction aux attaques inacceptables du président azerbaïdjanais contre la France et l'Europe. Les parcs solaires d'une capacité totale de 50 MW doivent être installés dans les plus brefs délais selon les instructions spéciales données par le président, indique le rapport du Conseil des ministres d'hier, afin de résoudre le problème de l'électricité à Tananarive et ses environs. Parmi ces 50 MW, 20 MW seront consacrés au réseau d'Tananarive et installés à Abat-Meravavi, à Pangabé et à Mbujano. Les chefs-lieux de province et Nousbé bénéficieront chacun de 5 MW. Les autorités s'activent actuellement à acheminer les matériaux nécessaires à la construction de ces infrastructures qui seront transportées de Thomasin vers les sites où les parcs solaires seront installés. Ce projet vise à soutenir la production d'énergie tout en réduisant la dépendance aux sources énergétiques fossiles, selon le rapport du Conseil des ministres. Cependant, pour le syndicat Fils et Marée, la construction de ces parcs solaires ne suffira pas à résoudre le problème des délestages à Tananarive et ses environs. Ils estiment qu'il est également nécessaire de développer les grands projets de production d'électricité tels que Saoufk et Voulbé. Selon nous, les dirigeants devraient prioriser la mise en service des projets Saoufk et Voulbé. En ce qui concerne les parcs solaires, de telles ressources dépendent du climat. Que se passera-t-il lorsqu'arrivera l'hiver avec des journées sans soleil? Les problèmes de la Jirama seront-ils réellement résolus à 100%? De même, avec l'arrivée de la saison des pluies, où le soleil sera moins présent, la situation de la Jirama sera-t-elle durablement réglée? Ce qui fait que, tant qu'à agir, les autorités devraient concentrer leurs efforts sur les priorités et mettre en place des solutions qui permettront de résoudre de manière durable les problèmes d'approvisionnement en énergie. Si la Jirama est ainsi au bord du gouffre, c'est à cause de la mauvaise gouvernance selon les explications. On dit que la Jirama vont à perte, mais pourquoi? Est-ce que les consommateurs ne payent pas leurs factures d'électricité? Ou bien est-ce une question de mauvaise gestion en interne? Si les consommateurs paient correctement leurs factures et qu'il n'y a ni vol, ni détournement, ni corruption au sein de la Jirama, alors l'État ne devrait pas avoir à accorder de subventions à l'entreprise. Du côté des consommateurs, tout semble en ordre, mais c'est au sein même de la Jirama, en interne, que les autorités devraient enquêter, et également du côté de ses partenaires et fournisseurs. Rappelons que les problèmes d'eau et d'électricité à Madagascar ne seront pas résolus dans un avenir proche et qu'il faudra vraisemblablement attendre 2026 pour cela. À ce jour, les Malgaches continuent de vivre dans l'obscurité, confrontés à des coupures de courant prolongées, malgré le fait que les dirigeants aient promis qu'il n'y aurait plus de délestage entre 6h et 22h. Les riziculteurs de Tananarive et des environs expriment leur inquiétude face au manque d'eau et aux faibles précipitations, révèle une enquête menée aujourd'hui. En raison de cette sécheresse, la majorité des rizières de la région sont craquelées et asséchées. Cependant, pour ceux qui ont semé tôt, la période de sarclage est arrivée. Afin de préserver leur récolte et éviter que les mauvaises herbes n'envahissent les cultures, ils doivent s'atteler à cette tâche, malgré les conditions difficiles. Dans ces rizières desséchées, le désherbage doit se faire manuellement,
à l'aide de pelles ou de faucilles. Les gens disent qu'il y a de l'eau en amont, mais elle n'arrive pas jusqu'à nous. Pourtant, nous devons procéder au sarclage. Je suis d'ailleurs en train de m'y atteler et j'ai mal aux mains à force de sarcler, mais il faut le faire. Les riziculteurs vont devoir travailler 2 fois car ils devront recommencer le sarclage lorsque l'eau arrivera enfin. Par rapport à l'année dernière, ils craignent une récolte moins abondante cette saison. Le rendement était bon l'année dernière, mais pour cette fois, l'incertitude persiste. Il y a une partie au nord où la récolte pourrait être bonne, mais l'autre partie est complètement sèche. Nous craignons un rendement très faible cette année en raison du manque de pluie et d'eau. Le riz pousse malgré tout. Nous attendons la pluie, car l'eau en amont ne nous parvient même pas. Alors que la Jirama et les habitants peinent à trouver de l'eau à boire, comment pourrait-on espérer de l'eau pour les rizières? Malgré les difficultés rencontrées par les riziculteurs en raison du manque d'eau, les collecteurs de fourrage pour bétail, eux, en tirent avantage. Il leur suffit de s'entendre avec les propriétaires des rizières. Chacun y trouve son compte, car les champs sont désherbés, tandis que les collecteurs obtiennent le fourrage nécessaire. Je récolte du fourrage. Voici mon sac et ma faucille. Je ne cultive pas. J'en profite maintenant, car pendant la récolte, les propriétaires empêchent la collecte. De nombreuses zones de la capitale et de ses environs font face à une pénurie d'eau en raison du manque de précipitations. Parmi les secteurs les plus touchés figurent Amoudmit, Amboudiad, Azubezavoul et bien d'autres. Des centaines d'hectares de rizières sont affectés et les rendements dans ces régions risquent de chuter de 30 à 40%. Le secteur du travail et les conditions des travailleurs malgaches sont actuellement dans une situation critique en raison de l'incompétence des responsables gouvernementaux, a déclaré aujourd'hui le KMM au comité Yumbunan Pesa Malagas, le comité paritaire des travailleurs malgaches à Farafouich. Les dirigeants prennent des décisions irréfléchies, comme en témoigne la réaffectation d'une partie du budget alloué à l'éducation pour résoudre le problème de l'électricité, un problème qui reste pourtant irrésolu à ce jour. L'avenir des travailleurs malgaches s'assombrit en raison de la mauvaise gouvernance du gouvernement actuel. Aucune solution n'est proposée pour alléger la pauvreté des travailleurs, comme la réduction du coût de la vie ou l'augmentation du salaire minimum à 1 million d'ariari. Au contraire, des décisions antisociales et anti-économiques sont prises, telles que la réaffectation d'une partie du budget destiné à la promotion de l'éducation, ce qui contribue à l'abrutissement des enfants malgaches. Par-dessus là, les coupures d'électricité incessantes et le manque d'eau ont un impact direct sur la vie des travailleurs et des entreprises. Les membres du KMM ont souligné que le gouvernement actuel fait preuve d'inefficacité et n'a pas proposé de solution concrète pour le pays, ce qui a entraîné une perte de confiance de la part des partenaires étrangers. Madagascar dispose pourtant du fioul lourd de Timrour, une ressource qui pourrait être exploitée comme carburant pour résoudre la crise de l'électricité. Cependant, le gouvernement persiste à prendre des décisions erronées qui s'éloignent de l'exploitation de cette opportunité. Un gouvernement au pied du mur qui a perdu la confiance des investisseurs et qui est incapable de résoudre les problèmes de la Jirama. Pourquoi ne pas exploiter le fioul lourd produit par Madagascar la Timrour? Se pourrait-il qu'il y ait des tentatives de corruption, comme ce qui s'est passé avec la société Gemfield, et que finalement la population malgache en paie les conséquences? Un gouvernement sans stratégie claire pour générer des revenus à partir des ressources naturelles du pays. Il est temps de dissoudre ce gouvernement qui s'est révélé être un échec, ont-ils poursuivi. Le pays a besoin de dirigeants capables de défendre l'intérêt public et non de ceux qui, comme à l'habitude, cherchent uniquement à conserver le pouvoir. Au-delà de cela, Madagascar a besoin de personnes compétentes et expérimentées, mais surtout de leaders qui appliquent l'honnêteté et l'éthique dans la gestion des affaires nationales.
Des réseaux de spoliateurs de terrain se sont actuellement étendus à toutes les régions de l'île. Voici leur mode opératoire. D'abord, ils identifient le terrain qu'ils souhaitent s'approprier. Ensuite, ils cherchent une personne ayant un lien avec ce terrain. Ils l'attirent, puis concluent un accord secret avec elle pour pouvoir obtenir le bien. Pour ce faire, ils rédigent un faux acte de notoriété en collaboration avec le chef d'arrondissement et l'intègrent dans le registre officiel lié à l'acte de vente. Une fois la personne appâtée en possession de ce faux document, affirmant qu'elle est l'unique héritière du terrain, elle procède à la vente du bien au spoliateur. Le terrain est ensuite inscrit au nom du spoliateur auprès du domaine. C'est ainsi qu'une mère de famille est tombée victime de cette arnaque. Des individus se sont appropriés ces terres à Tiranpask, dans la région de Thomasin. La particularité de l'affaire est que les spoliateurs sont inconnus, ne vivent pas à Thomasin et ne sont pas des proches de la victime. Personne ne connaît cet individu. Il n'a jamais vécu sur notre terrain et n'est même pas reconnu par le chef de Funkuntan. Mais il a été utilisé pour faire la demande de notre terrain. Une fois le verdict rendu, ils ont eux-mêmes délivré une ordonnance, ont fait détruire nos maisons et les clôtures et ont construit de nouvelles structures sur nos terres. C'est triste. Si cela continue, les malgaches finiront par se détruire entre eux. Comment est-il possible que, sans le savoir, des gens puissent demander votre terrain devant un tribunal dont les audiences se déroulent dans le secret? Ensuite, un verdict est rendu en faveur du demandeur, puis il rédige un acte de vente avant de construire de grands bâtiments sur les terres. Les terres de cette femme ont été volées en 2019 par un réseau de spoliateurs composé de nombreuses personnalités de haut rang ainsi que des magistrats. Les réseaux de spoliateurs de terrain doivent absolument être démantelés car la population souffre énormément de cette situation. Les vols de terre causent une profonde douleur, mais beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous continuons à nous battre pour cette affaire alors qu'elle remonte à 2019. Ces terres sont les nôtres et cela nous fait mal de voir cette injustice. Si elle n'était pas à nous, nous n'aurions pas le courage de nous opposer à des magistrats. Nous continuons à revendiquer nos droits car ces terres nous appartiennent. L'affaire des 4 magistrats démis de leurs fonctions en raison de leur implication dans des actes illégaux et de corruption a été le déclic qui a poussé les victimes à s'exprimer. Elles espèrent qu'une enquête approfondie permettra de faire toute la lumière sur les faits concernant leurs terres. Selon leur témoignage, l'un des magistrats impliqués dans le vol de ces terrains aurait déjà contacté le propriétaire et promis de payer le prix des terres. Cependant, jusqu'à présent, cette promesse n'est restée qu'un simple discours. Ce magistrat nous a contactés et lors d'une rencontre dans son bureau, il nous a demandé d'être compréhensifs. C'était en juillet 2022. Il nous a alors demandé de patienter en nous assurant qu'ils allaient nous indemniser. Il nous a proposé un prix que nous avons accepté. Cependant, depuis lors, en 2024, rien n'a été fait. Malgré tout, étant donné qu'ils sont magistrats, nous n'avons pas pu entreprendre grand-chose pour faire avancer les choses. Rappelons que 6 membres du réseau de spoliateurs de terrain à Dan Najiv ont été incarcérés provisoirement à Dan Mouj le 5 novembre dernier après avoir été présentés au PAC 67 hectares. Parmi eux se trouve le chef d'arrondissement d'Avarachan, le chargé des documents fonciers, un employé du service topographique ainsi que ses collègues. Les habitants des bas quartiers risquent de voir leurs difficultés s'aggraver si aucune préparation n'est mise en place pour accueillir la saison des pluies qui s'annonce, ont déclaré aujourd'hui les habitants de Fuktan d'Aboudran un peu flou. Chaque année pendant cette saison, ils vivent dans de l'eau sale et de la boue. Voilà pourquoi ils cherchent à alerter les responsables concernés. L'eau monte considérablement chez nous pendant la saison des pluies, parce que les canaux sont obstrués. Il faut donc les nettoyer. Les chaussées sont envahies par la boue, et il arrive souvent que de l'eau stagne dans les rues. Parfois, cette eau s'infiltre même dans nos maisons. C'est vraiment sale.
La plupart des maisons dans les bas quartiers sont inondées pendant la saison des pluies. Pour y remédier, le Fuktan loue une motopompe afin de réduire l'eau. Cependant, comme l'a expliqué aujourd'hui le chef du Fuktan d'Amboudalana Peflou, le problème réside dans l'achat de carburant nécessaire pour faire fonctionner l'équipement. Nous utilisons presque chaque année une motopompe pour réduire la stagnation de l'eau dans certaines zones du Fuktan. Cependant, cela représente une contrainte car le carburant nécessaire est coûteux et peut être hors de portée pour les habitants et les Fuktan. Une pompe fonctionnant pendant 12 heures consomme environ 10 litres de carburant. Pourtant, lorsque nous demandons une contribution de 1000 arrières aux habitants, ils s'attendent à l'évacuation totale de l'eau. Maladies, inondations, poux et odeurs nauséabondes sont les maux quotidiens auxquels les habitants des bas quartiers sont confrontés chaque saison des pluies. C'est pourquoi ils réitèrent leur appel à une solution rapide et durable pour gérer la montée des eaux. À 10 heures ce matin, la masse nuageuse observée au nord-est de l'île a évolué en cyclone, a indiqué le centre de prévision météorologique. Il a été baptisé Becky. Ce cyclone est actuellement accompagné de vents soufflant à environ 75 km par heure, avec une tempête qui atteint 105 km par heure. Son centre se trouve à plus de 3000 km au nord-est de l'île. Toutefois, selon les prévisions, Pékin ne devrait pas avoir d'impact direct sur les conditions météorologiques du pays dans les 5 prochains jours. D'après les prévisions actuelles pour les 5 prochains jours, le cyclone se dirige vers nos côtes en suivant une trajectoire sud-ouest. Cependant, il reste encore très éloigné, à plus de 3000 km de l'île. Nous mettrons à jour les prévisions pour les 5 jours suivants d'ici le week-end. L'évolution de ce cyclone après les 5 jours sera étroitement surveillée.